La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est l'écrivain et traducteur Fawaz Hussein. Bonjour. Bonjour. Fawaz Hussein, la dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, c'était pour parler de votre roman, La prophétie d'Abouna, aux éditions Ginko. Mais cette fois-ci, c'est en tant que traducteur que vous venez dans cette émission. Vous avez traduit de l'arabe ce très beau livre, Le promeneur d'Alep, de l'écrivain Niroz Malek, publié aux éditions du Serpent à Plumes. Alors ce n'est pas un livre comme les autres, puisque l'auteur publie ce texte en France, alors qu'il vit à Alep, l'une des villes emblématiques de la guerre en Syrie, de sorte que chaque page nous renvoie à la tragédie syrienne. Ce qui est très fort dans ce livre, c'est que Niroz Malek a choisi une écriture littéraire, poétique, parfois fantastique. Il aurait pu nous envoyer un témoignage direct, une sorte de reportage depuis Alep. Or, c'est un livre qui parle de la guerre avec les moyens d'un écrivain. Quel est le titre original d'abord de ce livre inclassable ? D'abord, je vous remercie infiniment de m'inviter pour la deuxième fois. Je remercie Radio Orient aussi. L'histoire de ce livre est une histoire vraiment tout à fait incroyable. Alors, le livre, jusqu'à maintenant, n'existe pas en tant que livre. Ça veut dire l'auteur essaye de publier son livre Tahta Sama el-Harb, ça veut dire sous le ciel de la guerre, depuis des années et des années. Mais je pense qu'à cause de la guerre, il a des difficultés à le publier. Il m'a contacté hier. Je pense que maintenant, le livre va sortir. Alors, oui, le titre original c'est Tahta Sama el-Harb, ça veut dire sous le ciel de la guerre, mais ici l'auditeur a préféré le remplacer par un autre titre différent, peut-être beaucoup plus accrocheur, je sais pas. Alors c'est devenu Le promeneur d'Alep. Plus positif finalement, voilà, parce le que promeneur d'Alep. On sent un narrateur dont on imagine qu'il est évidemment l'auteur, qui promène son regard sur une ville en ruine et une ville qui vit malgré tout. Exactement, c'est ça. L'auteur, on le voit toujours assis à sa table, il est en train d'écrire, de rédiger quelque chose, mais la guerre est omniprésente. Alors, elle est présente soit par les déflagrations, les détonations, ou même des balles aussi qui peuvent échouer sur son balcon. Alors, dès que les bruits s'arrêtent, il sort parce qu'il veut voir dans quel état est la ville, et à ce moment-là, il passe par des endroits qu'il connaît très très bien, soit le jardin public, soit le café où il avait l'habitude de s'asseoir avec ses amis auteurs, discuter avec eux, et il passe dans cette ville qui est devenue une ville tout à fait différente. Alors, il continue à rester dans cette ville, et pourtant il a la possibilité de partir. Il ne part pas parce qu'il dit, si je pars de cette ville, je partirai de moi-même. Ça veut dire mon âme quittera mon corps, et bien sûr une âme sans le corps, ou le corps sans l'âme, c'est la mort pour lui. Il continue à rester dans cette ville tant qu'il a l'espoir. Mais si un jour il perd l'espoir de connaître un avenir meilleur, proche et meilleur, je pense qu'il quittera la ville comme des milliers et des milliers d'autres. C'est une ville qui vit, qui meurt, qui se décompose sous les yeux de l'auteur. Il y a un passage du livre où il y a un arbre et il s'aperçoit que des habitants de la ville sont en train de l'abattre, et il ne comprend absolument pas pourquoi ils vont abattre cet arbre, et ils répondent mais c'est pour se chauffer. Il leur dit mais ce bois est vivant, on ne se chauffe pas avec du bois qui est encore vivant. Oui, exactement. Ça c'est voilà. Il voit le spectacle de son balcon. Ce jardin, il l'avait connu une fois ou deux fois, et il s'approche de ces gens-là. Une fois, il entre, et après, quand il va entrer dans le jardin, parce que les gens n'ont plus de quoi se chauffer, alors du coup, il coupe tout, il casse tout pour pouvoir se chauffer. Et quand il entre, il va voir les troncs qui sont restés, et bien sûr, nous tous, on a fait ça quand on était très jeunes, et quand on était amoureux, on dessinait, on traçait des cœurs, traversés de flèches, n'est-ce pas, et quelques gouttes de sang. Alors lui, quand il va passer, il va voir les troncs, et qu'est-ce qu'il va voir? Il va pas voir d'arbres, plusieurs arbres, il va voir des cœurs qui saignent. Et c'est ça ce qui est très très touchant chez Niroz Malek. Alors le thème du jardin revient assez souvent parce que dans ce texte
que vous venez d'évoquer. Il parle des arbres qu'on découpe pour se chauffer, mais dans le jardin public aussi, ça c'est une histoire vraie, puisque les gens ne peuvent pas enterrer leurs morts dans les cimetières. Souvent on choisit les jardins publics pour les enterrer. Ça veut dire les espaces de jeu pour enfants. Les aires de jeu pour enfants deviennent souvent des cimetières pour enterrer les morts qu'on peut pas enterrer dans les cimetières. Alors il y a beaucoup de métaphores dans ce livre, un livre très puissant, je le disais, c'est un livre poétique. Il y a aussi le thème de l'amour qui subsiste malgré la guerre. Un autre passage de mémoire, il rentre dans un immeuble, c'est évidemment la guerre, les bombes qui tombent, et puis il découvre avec ravissement deux amoureux en train de s'embrasser. Oui, le titre c'est ça exactement. L'amour ne s'arrête pas, comme la nature ne s'arrête pas quand il y a la guerre. Moi, quand je vois des scènes de combat, de guerre, de ruines, je vois que la nature, elle fait son travail. Ça veut dire la neige continue à tomber, les arbres qu'on n'a pas encore tués, si vous voulez. Et l'amour, ça existe. Au contraire, moi, ce que j'ai entendu une fois pendant la guerre civile au Liban, les gens faisaient beaucoup plus l'amour pendant la guerre que pendant les temps de paix. Pareil que la nature humaine, elle est faite comme ça. Quand il y a le danger de disparaître, l'homme et la femme ensemble essayent de s'accoupler, de s'aimer, peut-être pour avoir plus de chance à vivre. Oui, le livre de Nehrouz, c'est un livre très très poétique. La mort est omniprésente, mais l'amour aussi, et pas seulement l'amour entre un homme et une femme, l'amour de l'auteur pour sa fille, pour ses petits-enfants, pour ses amis, pour son enfance, et pour les amours mortes, si vous voulez, les amours d'autrefois. Voilà, c'est un livre. En plus, même il y a de temps en temps un peu d'humour aussi, parce qu'à un moment donné, quand il y a l'histoire du yaourt, voilà, un père et son fils, ils vont se chamailler parce que tout simplement chacun veut. Enfin, Nehrouz continue à avoir de l'humour et il continue à s'accrocher à la vie. Et pourtant, la situation est terriblement grave. On peut terminer cette histoire de yaourt que vous avez commencé à raconter? Alors voilà, c'est un père qui veut protéger son fils. Alors il va demander. Non, son fils est arrêté. Il connaît l'officier des services secrets. Il va le voir. Ils se connaissent depuis longtemps. Il dit mon fils n'a rien à voir avec la manifestation des étudiants. Il est tout à fait innocent. C'était par hasard. Il passait par là et voilà, on l'a trouvé dans la manifestation. Alors l'officier veut voir les deux, le fils et le père. Et il demande au fils. Il dit, est-ce que c'est vrai? Ton père dit la vérité? Tu étais tout à fait innocent? Le fils dit non. J'ai vraiment participé à la manifestation et je ne regrette rien du tout. Et alors à ce moment-là, je pense que le policier, il a un peu de tendresse, peut-être de sentiment pour l'enfant et pour son ami. Il dit sortez, dégagez, parce que soi-disant il était sorti pour chercher acheter du yaourt, et c'est comme ça qu'il a été attrapé. C'est une histoire un peu drôle, mais elle traduit toujours la situation qui est toujours d'actualité. Alors on va lire un extrait de ce texte, Le promeneur d'Alep de Nehrouz Malek. Alors puisqu'on a la chance d'avoir un traducteur sur le plateau de la bibliothèque de Radio Orient, pour nos auditeurs qui maîtrisent parfaitement l'arabe, on va d'abord vous écouter lire ce texte en arabe. Voilà. Alors je voudrais peut-être ajouter ça, Loïc, c'est la première fois que je traduis de l'arabe. J'ai souvent traduit du kurde vers le français ou du français vers le kurde, et quand je suis tombé sur les textes de Nehrouz Malek, je suis tombé sur le charme de ces textes, alors j'ai commencé à les traduire, et voilà, je vais lire ce petit extrait qui me plaît beaucoup, qui s'appelle en arabe Ma'bar. في طريقه إلى البيت وهو يحمل زاد يومه من الخبز والخضار وبعد الفاكهة لاحظ كثرة أوراق النعي الملصقة على أبواب المباني التي يمر بها. لقد كثر الموت في الآونة الأخيرة. قال لنفسه اللهم أستر. تبع خطواته المتبقية على وصوله إلى المبنى الذي يسكنه، وعلى بابه وجد ورقة نعي شبه قديمة، فوقف يقرأها. عندما انتهى استغرب أن يجد نفسه شهيدا منذ شهر تقريبا. دار حول نفسه حزينا ثم عاد إلى المقبرة من أجل أن يصلها قبل غروب الشمس، لأنه بعد ذلك سيجد المعبر مغلقا، فيبقى بعد ذلك ساهرا طوال الليل ليعبر في
في الصباح إلى قبره وينام. Le même texte, cette fois traduit par vous-même, Fawaz Hussein. Ce texte s'appelle Un passage. Rentrant chez lui avec sa ration quotidienne de pain, de légumes et quelques fruits, il remarque le nombre important des faire-part de décès collés à l'entrée des immeubles qu'il longe. Il se dit, la mort est en forte croissance ces derniers temps, que Dieu nous préserve. Il franchit les derniers pas qui le séparent de son immeuble. À l'entrée, il tombe sur un faire-part de décès apparemment ancien. Il se met à le lire et quand il a fini, il s'étonne de se voir mort en martyr depuis bientôt 1 mois. Triste, il fait demi-tour et prend la direction du cimetière. Il doit y arriver avant le coucher du soleil, sinon il trouvera le passage fermé. Il restera ainsi éveillé toute la nuit et ne parviendra à sa tombe pour y dormir que le lendemain matin. Exactement, merci beaucoup. Nous sommes en compagnie de Fawaz Hussein, traducteur du Promeneur d'Alep, texte de Niroz Malek, publié aux éditions du Serpent à Plumes. On se retrouve dans quelques instants. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. Retour sur le plateau de la bibliothèque de Radio Orient. Nous sommes toujours en compagnie de l'écrivain et traducteur Fawaz Hussein. Je rappelle que vous venez nous présenter ce très beau texte de l'écrivain syrien Niroz Malek, Le Promeneur d'Alep, publié aux éditions du Serpent à Plumes, un texte que vous avez magnifiquement traduit. Et on a eu l'occasion d'entendre avant la pause la version arabe d'un texte intitulé Un passage, et puis j'ai lu ensuite sa traduction en français. Est-ce que vous pouvez commenter ce texte que vous avez souhaité lire sur l'antenne de Radio Orient? Alors ce texte donne une image, une idée exhaustive du style de Niroz Malek. Niroz Malek mélange toujours le réel et l'irréel. Ça veut dire, il n'y a pas cette frontière nette et claire chez lui entre le réel et le réel vécu et l'imaginaire. Alors dans ce texte, en réalité, c'est un texte tout à fait surréaliste. C'est l'histoire de quelqu'un qui se croit vivant. En réalité, c'est un revenant. Et il se croit toujours vivant parce qu'il est très attaché à la vie, parce que tout le monde est très attaché à la vie. Alors il croit toujours être vivant, mais en réalité, il est mort et enterré. Mais il continue à errer dans cette ville qu'il aime beaucoup, parce que Niroz, si je parle de Niroz, Niroz c'est quelqu'un qui adore sa ville, c'est quelqu'un qui a un amour fusionnel avec sa ville d'Alep, et c'est pour ça il continue à y rester. Et pourtant, je pense que je sais pas combien de gens, quel est le pourcentage des gens qui ont quitté la ville d'Alep, mais lui il continue à y rester. Pourtant il a son passeport, il a toutes les possibilités de partir, mais il continue à rester parce que, comme j'ai dit au début de notre émission, voilà, s'il quitte sa ville, son âme quittera son corps. Et voilà, un corps sans âme, tout simplement, c'est un cadavre. Fawaz Hussein, je l'ai dit, il y a une dimension poétique et fantastique dans ces différentes vignettes qui composent le livre. Ça n'est pas un roman, ça n'est pas non plus vraiment un recueil de nouvelles, c'est plutôt une suite de choses vues ou ressenties avec le regard distancié de l'écrivain. Niroz Malek ne cherche à aucun moment à nous apitoyer ou à nous effrayer, et ce qui frappe à la lecture de ce très beau livre, c'est qu'on a l'impression que la littérature protège l'auteur, le narrateur. Tant qu'il écrit, il ne mourra pas. Exactement, c'est ça, parce que Niroz, quand il parle de ses amis, il parle des amis qu'il a vraiment fréquentés, qu'il a connus dans Al-Maqasiyah et ailleurs, mais il parle d'une autre catégorie d'amis. Il parle de Dostoïevski, il parle de Don Quichotte, il parle de Raskolnikov, je pense, oui c'est ça. Il parle de ces personnages qu'il a connus et auxquels il est très très attaché. Alors voilà, il ne peut pas quitter sa bibliothèque, il ne peut pas quitter sa ville, il ne peut pas quitter son appartement, et surtout il ne peut pas quitter une ville où il a été toujours très très heureux. Alors vous nous parlez de cet auteur Niroz Malek qui vit au moment où l'on parle sur ce plateau à Alep, ville en guerre. Comment vit-il aujourd'hui? Vous avez de ces nouvelles par le biais d'Internet? Je l'ai jamais rencontré.
Mais quand j'étais à Alep et quand je faisais mes études à la faculté de lettres d'Alep, dans les années entre 73 et 77 et 18, je lisais de temps en temps des nouvelles de lui, des extraits de lui, mais j'ai jamais essayé de le rencontrer. Et pourtant, je savais qu'il était un auteur d'origine kurde Il a son style m'intéressait aujourd'hui beaucoup. 70 ans? Oui, il est né en 46, alors... on est en 2016, voilà, il a on 70 est en 2016 ans. exactement. Comment il vit? Voilà, il vit comme beaucoup de gens qui sont obligés de vivre là-bas. Alors, ses amitiés, bien sûr, il est très attaché à son passé dans cette ville et il est très attaché aussi aux personnages qu'il a rencontrés via la littérature. Et comme j'ai dit, s'il reste à cette ville, c'est qu'il croit toujours que la paix et la démocratie seront le sort, le destin de la Syrie moderne. C'est un écrivain engagé, parce qu'on ne sent pas tout à fait l'engagement dans ce livre. On a l'impression qu'il est un peu extérieur à la guerre, même s'il est évidemment dans une ville en guerre. Il ne prend pas parti véritablement, même s'il participe à des manifestations, même s'il raconte les horreurs de la guerre. C'est pas un livre de militant. Exactement, je suis d'accord avec vous, mais Nuruz, dans sa vie, je pense qu'il était... moi, je le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais dans les années, je sais pas, 80, je pense, il a fait un voyage, un long séjour à Moscou, parce que je pense qu'il avait à l'époque des idées plutôt communistes, engagées, mais son engagement reste toujours un engagement littéraire. Surtout, après son voyage à Moscou, son retour, il s'est rendu compte que ce qu'on disait, ce qu'il lisait est une chose et la réalité une autre chose. À son retour de Moscou à Alep, il a décidé de rompre avec la politique politicienne, si vous voulez, et pour lui, continuer à écrire et surtout rester très très proche des petites gens, les gens du peuple. Donc, et c'est ça son engagement. Grâce à votre traduction, Fawad Hussein, il est lu aujourd'hui en France avant même d'être lu dans le monde arabe. Voilà, mais Nuruz, il a publié une quinzaine de livres entre romans et recueils de nouvelles. Et il a été peut-être une fois ou deux fois traduit comme ça en espagnol ou en anglais ou en russe, je sais pas, mais en tout cas je l'ai traduit l'année dernière, quelques extraits de lui, je les ai traduits en kurde, mais c'est la première fois qu'il sort vraiment, qu'il est présenté au public francophone, et c'est une occasion pour moi de dire que son livre est sorti en suédois, chez un éditeur très important. L'éditeur s'appelle Tranan en suédois, et je suis très content pour Nuruz. Je pense qu'il y aura d'autres traductions, peut-être en kurde, peut-être en turc et en d'autres langues, parce que je vois qu'il y a une sorte d'engouement maintenant pour Nuruz Malek. Alors, Nuruz Malek, on ne l'a pas encore dit, appartient à la communauté yézidi. Vous-même, Fawad Hussein, vous êtes kurde, syrien également, d'origine. Est-ce que vous pouvez nous parler des yézidis que le monde a découvert lors de l'été 2014, quand Daesh a lancé son offensive en Irak? On se souvient notamment des larmes et du cri de cette députée irakienne yézidi qui racontait les exactions que subissait sa communauté. Exactement, les yézidis ne sont ni musulmans, ni chrétiens, ni rien du tout. On ne sait pas grand-chose d'eux. Tous les yézidis sont kurdes, mais tous les Kurdes ne sont pas yézidis, bien sûr. Alors, la langue qu'ils utilisent pour les cérémonies, c'est le kurde. Je pense qu'ils font une prière le matin quand le soleil se lève et une prière quand le soleil se couche. Ils ont un livre qu'ils appellent le livre noir, le Coran noir ou le livre noir, en tout cas quelque chose comme ça. Je suis pas vraiment spécialiste de la question yézidi, mais ce que je sais, c'est que les yézidis sont des gens très simples, très humanistes, très humains, si vous voulez. C'est des gens qui ne veulent pas se mêler aux affaires du monde. Ils ont leur temple le plus important qui se trouve à Sinjar, au nord d'Irak, au Kurdistan irakien. Quand quelqu'un est mort, il faut absolument prendre un peu de terre du mausolée de leur prophète, et voilà, si vous voulez, c'est ça leur religion. Et le symbole de leur religion pour eux, c'est le pan. Vous voyez, l'oiseau pan, c'est ça ce qui symbolise. Alors, les Yazidis ont été persécutés depuis leur début. Ils ont été persécutés dans le passé par les Ottomans, par les Arabes, par les musulmans, par tout le monde. Ils ont été persécutés. Mais aussi ces derniers temps, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont été très très persécutés en juillet 2014, et surtout Daesh s'est permis de considérer ces infidèles, même pas infidèles, parce que
parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas juifs, de vendre leur femme. Une femme yézidi, on pouvait l'acheter, la vendre pour 10 euros, ou 15 euros, ou 50 euros. C'était vraiment quelque chose d'atroce. Alors, Le Promeneur d'Alep est publié au Serpent à Plumes, excellente occasion pour rendre hommage à cette maison d'édition créée par Pierre Astier et dirigée aujourd'hui par Pierre Biziou, qui lui donne un nouveau souffle après une trop longue période de sommeil. Le Serpent à Plumes, c'est une maison qui a permis de faire connaître des auteurs du monde entier. Oui. Si on voit le catalogue, leur catalogue est très très important. Et moi, je suis très content parce que cette maison d'édition accorde beaucoup d'importance aussi aux voix, si vous voulez, francophones. Ça veut dire moi, je pense que j'aurai bientôt un autre titre. Ça va être mon 4e titre chez Le Serpent à Plumes. C'est une maison, je pense, qui marche très bien et je suis très content de pouvoir continuer à publier au Serpent à Plumes. Alors, traducteur d'arabe, c'est une première pour vous puisque d'habitude, vous l'avez dit tout à l'heure, vous traduisez du kurde vers le français ou du français vers le kurde et pourtant l'arabe est une langue que vous pratiquez depuis vos années d'étudiant, depuis toujours. Exactement, l'arabe en réalité pour moi, c'est comme une langue maternelle, entre guillemets. Quand je suis né, nous, on ne parlait que le kurde à la maison. Quand je suis allé à l'école, je devais apprendre l'arabe. Et bien sûr, pour être un bon musulman aussi, je devais lire le Coran. Alors, c'est comme ça, l'arabe, je l'ai appris par le Coran, l'école coranique et l'école aussi, qui était au début une école catholique, après devenue une école laïque. L'arabe, en réalité, j'ai fait toutes mes études au début jusqu'au bac. J'ai fait mes études en arabe. Et tous les romans que j'ai lus au début, les romans russes, français, anglais, c'était des romans traduits à Beyrouth, au Liban, et parce que le Liban, c'était la fenêtre de l'Occident qui donnait sur l'Orient. Et après, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai choisi la littérature française et depuis, le français est devenu, si vous voulez, ma 2e ou ma 3e langue maternelle. Merci Fawaz Hussein. Je rappelle d'abord que vous êtes écrivain et je renvoie nos auditeurs à ce très beau roman La prophétie d'Abouna que vous aviez publié aux éditions Ginko et qui est toujours disponible dans les bonnes librairies comme on dit. Mais vous êtes venu avec beaucoup de générosité nous parler d'un autre écrivain, Niroz Malek, qui ne peut pas s'exprimer puisqu'il vit à Alep sous les bombes. Niroz Malek publie Le Promeneur d'Alep aux éditions du Serpent à Plumes. Merci. Merci Loïc. C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.